Nous allons maintenant étudier les énergies qu'échangent avec leur environnement les composants des systèmes énergétiques qui nous intéressent et énoncer le premier principe de la thermodynamique fondamental en pratique. Dans ce qui suit, sauf indication contraire, nous raisonnerons en système fermé sur une quantité de matière de 1 kg et en système ouvert sur un débit de fluide de travail de 1 kg par seconde. Ceci nous permettra d'alléger les notations en ne faisant pas apparaître les quantités mises en jeu. Il est fondamental de bien noter que les systèmes thermodynamiques qui nous intéressent n'échangent de l'énergie avec l'environnement que sous deux formes bien distinctes. De la chaleur, par échange thermique aux frontières du système, elle est généralement notée Q, et du travail, par action des forces de pression sur ces frontières, le travail des forces de pesanteur à l'intérieur du système pouvant être négligé du fait que les différences d'altitude sont très faibles. Ce travail est généralement noté W en système fermé et taux en système ouvert. Nous avons indiqué précédemment que pour calculer ces deux formes d'énergie mises en jeu dans une évolution, il ne suffit pas de connaître les états initial et final du système, mais il faut de plus connaître le chemin parcouru pendant la transformation. Il s'agit d'un problème classique. Comment peut-on calculer le changement global d'une variable au cours d'une évolution? La solution, si elle existe, relève du calcul différentiel. Elle consiste à décomposer l'évolution en ce qu'on appelle des évolutions élémentaires pour lesquelles on peut écrire les équations de la physique en considérant que les grandeurs restent constantes. La prise en compte de la variation des propriétés se fait ensuite en intégrant les équations différentielles ainsi écrites, ce qui permet d'exprimer les lois suivies par l'évolution complète. Dans le cadre de ce MOOC, nous nous limitons à indiquer comment il faut procéder, mais nous n'irons pas plus loin. Pour les systèmes thermodynamiques simples, on peut assez facilement montrer que pour une évolution élémentaire en système ouvert, τ est donné par les expressions suivantes, V étant le volume massique du fluide et ρ sa densité. Delta τ égale VdP, où dP égale ρ delta τ. Le travail utile reçu par les parois mobiles du système est égal au produit du volume massique du fluide par la variation élémentaire de la pression en son sein. Rappelons que nous notons avec un petit d une évolution infinitésimale d'une fonction d'état, par exemple dP pour une petite variation de pression, et avec un petit delta, une évolution infinitésimale d'une fonction de parcours. Appliquée à un étage de compresseur, cette expression indique que le taux de compression réalisé est égal au produit de la densité ρ du fluide par le travail communiqué à l'arbre de la machine. La seconde équation, appelée équation calorimétrique, est celle donnant Q. Cp étant la capacité thermique ou chaleur massique du fluide, on a delta Q égale Cp dt moins V dP. Cette dernière relation exprime simplement un fait expérimental essentiel, base de la thermodynamique des fluides compressibles. La chaleur delta Q échangée avec l'extérieur se traduit par une modification linéaire de l'état thermodynamique du système, ici caractérisé par deux variables d'état, la température T et la pression P. Si la pression reste à peu près constante, ce qui est le cas dans la plupart des échangeurs comme nous l'avons vu auparavant, dP égale 0 et la variation de température du fluide est proportionnelle à la chaleur fournie au système. Dans le cadre de cette présentation, il ne sera pas nécessaire de résoudre ces équations car nous déterminerons les énergies mises en jeu en utilisant des fonctions d'état bien choisies. Insistons sur un point important. Il ne faut pas confondre la chaleur Q et la température T, même si des relations existent entre ces deux notions. La température est une mesure du degré d'agitation des molécules du fluide de travail. Plus elles sont agitées, plus sa température est élevée. La chaleur est un transfert d'énergie thermique d'un système à un autre
lorsqu'il y a une différence de température entre eux. Lors du changement d'état d'un fluide pur, sa température reste constante alors qu'il échange de la chaleur avec l'extérieur. Venons-en maintenant au premier principe de la thermodynamique. On définit l'énergie interne U d'un système comme la somme des énergies cinétiques microscopiques qui sont assimilables à l'agitation thermique des particules et des énergies potentielles d'interaction microscopique des particules constituant ce système. Ces dernières sont les liaisons chimiques et les interactions nucléaires. L'énergie interne correspond à l'énergie intrinsèque du système, définie à l'échelle microscopique, à l'exclusion de l'énergie cinétique ou potentielle d'interaction du système avec son environnement, à l'échelle macroscopique, celle qu'acquiert un corps du fait de sa masse et de sa vitesse. L'énergie interne est définie à une constante arbitraire près U0, souvent choisie, telle que grand U égale 0 pour T égale 25 degrés Celsius et P égale 1 atmosphère. Son unité dans le système international SI est le joule, mais on l'exprime aussi fréquemment en kilojoules. La loi fondamentale qui gouverne le comportement des systèmes thermodynamiques est celle de la conservation de l'énergie, connue sous le nom de premier principe de la thermodynamique. Il postule que la variation d'énergie interne ΔU d'un système fermé non isolé, interagissant avec son environnement et subissant une évolution, ne dépend que de l'état initial et de l'état final, ce qui signifie que grand U est une fonction d'état. Le premier principe indique que si l'énergie interne U du système varie, c'est qu'il y a échange d'énergie avec l'extérieur sous forme de travail et ou de chaleur, et que la somme de W et de Q est égale à la variation d'énergie interne du système. Il peut ainsi s'écrire pour un système fermé sous la forme ΔU égale W plus Q. Ce qui est remarquable, c'est que grand U est une fonction d'état, alors que les deux fonctions W et Q ne sont que des fonctions de parcours. Précisons un point important en pratique. Par convention, l'énergie reçue par un système est comptée positivement, son énergie interne croît, et celle cédée à l'extérieur est comptée négativement. Pour un système fermé, le premier principe peut aussi s'exprimer sous la forme suivante. L'énergie contenue dans un système isolé ou qui évolue selon un cycle fermé reste constante, quelles que soient les transformations qu'il subit. Les différentes formes que peut prendre l'énergie d'un système, énergie mécanique, énergie calorifique, énergie potentielle, énergie cinétique, etc., sont ainsi toutes équivalentes entre elles au sens du premier principe. Dans notre cas, rappelons-le, seules la chaleur et le travail seront prises en compte. Ainsi exprimée, cette loi est très intuitive et facilement comprise. C'est une loi de conservation qui stipule que l'énergie ne se perd ni se crée, tout comme la masse d'un système. Considérons par exemple l'équilibre thermique en hiver d'une maison chauffée à température constante 18 degrés Celsius. Pour simplifier le problème, nous négligeons le renouvellement d'air et supposons qu'elle est chauffée par électricité, de telle sorte qu'aucun fluide n'y entre ou n'en sort. L'ensemble constitue un système fermé. La maison a des déperditions thermiques vers l'extérieur, à travers ses parois, l'environnement étant plus froid, ainsi que vers le sol. Elle dispose éventuellement de gains dus à l'ensoleillement. Le premier principe indique que la puissance de chauffage est égale à la puissance thermique due à ces déperditions, moins les gains dus au soleil. Pour être exact, il faut tenir compte des effets dus à l'inertie thermique de la maison, qui font qu'à certains moments de l'énergie est stockée dans ses murs et à d'autres elle est déstockée et participe au chauffage. Mais ce raisonnement est tout à fait juste en moyenne. La température de la maison restant constante, son énergie interne ne varie pas et toute l'énergie de chauffage qui entre dans la maison est égale à celle qui en sort du fait des déperditions thermiques. Pour un système constitué d'une phase de masse petit m, grand U égale petit u étant l'énergie interne massique. L'unité de petit u
est le joule par kilogramme, mais on l'exprime aussi fréquemment en kilojoules par kilo. L'énergie interne n'a cependant de sens que si le système est fermé et demande à être généralisé lorsqu'on s'intéresse à un système ouvert dans lequel entre et d'où sort de la matière, comme les différents composants que nous avons considérés jusqu'ici. Le principe du raisonnement consiste à suivre l'évolution d'un volume de contrôle fermé dans une machine périodique et à calculer le travail des forces externes qui s'exercent pendant un cycle sur l'ensemble de ses frontières, en distinguant les sections de passage des fluides A1 et A2 au temps T0, devenant B1 et B2 au temps T0 plus delta T dans cette figure. On distingue aussi les parois fixes, qui bien évidemment ne produisent ni ne reçoivent aucun travail, et les parois mobiles, au niveau desquelles s'exerce un certain travail taux, que l'on appelle travail utile, c'est-à-dire vu par l'utilisateur. On peut montrer que, pour des machines cycliques, ce qui est bien le cas de celles que nous étudions, ce travail taux est algébriquement égal au travail W des forces de pression calculées en système fermé, augmenté de ce que l'on appelle le travail de transvasement et qui est égal à delta de PV, c'est-à-dire à la variation du produit de la pression par le volume massique entre l'aspiration et le refoulement de la machine. On fait ainsi apparaître une grandeur H appelée enthalpie, telle que delta H égale delta U plus delta de PV. En supposant les énergies cinétiques et l'énergie potentielle négligeables, le premier principe en système ouvert s'écrit delta H égale taux plus Q. L'enthalpie est une notion fondamentale pour la suite. Tout comme l'énergie interne U, H est défini à une constante arbitraire près et H se mesure en joules ou en kilojoules. C'est aussi une fonction d'état. La généralisation du premier principe aux systèmes ouverts s'exprime sous la forme suivante. La variation d'enthalpie d'un système ouvert est égale à la somme du travail utile s'exerçant sur ses parois mobiles et de la chaleur qu'il échange avec l'extérieur. L'enthalpie apparaît ainsi simplement comme la généralisation au système ouvert de l'énergie interne pour les systèmes fermés. Sur le plan pratique, c'est bien comme cela qu'il faut considérer cette fonction d'état. Il s'agit de l'énergie associée au système considéré, ni plus ni moins. Comme nous le verrons dans la suite de ce cours, cette notion est fondamentale en pratique. Pour illustrer le premier principe en système ouvert, prenons deux exemples. Considérons, pour commencer, un capteur solaire thermique plan. Cette figure montre la vue en coupe d'un tel capteur. L'absorbeur est composé d'une plaque métallique sur laquelle sont soudées des canalisations dans lesquelles circule le fluide caloporteur. Les déperditions thermiques vers l'avant du capteur sont réduites par un ou plusieurs vitrages, deux sur la figure, et celles vers l'arrière par un isolant. Le flux solaire incident est absorbé par la plaque métallique qui est refroidie d'une part par le fluide caloporteur qui s'échauffe et d'autre part par les pertes thermiques du capteur vers l'extérieur. Le premier principe indique que l'énergie solaire reçue par le capteur est égale à la somme des déperditions thermiques du capteur et de la variation d'enthalpie du fluide caloporteur. Considérons comme deuxième exemple un sèche-cheveux électrique. Il est constitué d'un ventilateur placé en amont d'une résistance électrique. Lorsque le sèche-cheveux fonctionne, le ventilateur aspire de l'air qui est légèrement comprimé et passe à travers la résistance électrique qui l'échauffe. Le jet d'air chaud sert ensuite à sécher les cheveux. Le premier principe indique que l'énergie électrique consommée par l'appareil est égale à la variation d'enthalpie de l'air qui le traverse. Pour un système constitué d'une phase de masse petit m, grand H égale petit m petit h étant l'enthalpie massique. L'unité de petit h est le joule par kilogramme, mais on l'exprime aussi fréquemment en kilojoules par kilogramme. Le passage des énergies aux puissances se fait en multipliant simplement les énergies massiques par le débit masse du fluide qui traverse le système considéré. L'unité des puissances est le watt, mais on les exprime aussi fréquemment en kilowatts. 1 watt égale 1 joule par seconde. On a coutume en physique de noter un débit par un point au-dessus de la grandeur considérée,
pour indiquer qu'il s'agit de cette grandeur par unité de temps. Ainsi, un débit masse s'écrit m point t et une puissance enthalpique grand H point t. Grand H point t égale m point t petit h. Comme nous l'avons dit, pour des raisons de commodité et pour alléger les notations, nous nous ramènerons chaque fois que possible à l'unité de masse du fluide considéré.